Bonjour à toutes, merci beaucoup pour ouvrir les feux, si j'ose dire, avec un sujet, j'espère qu'il ne sera pas trop déprimant pour ceux qui pensent que l'ADN, c'est un moyen assez magique d'identifier tout ce qui vit dans notre nature et qu'on pourrait se passer de taxonomistes, de mammalogistes. Bientôt, il n'y a plus qu'à ramasser un petit bout de quelque chose, l'envoyer à séquencer, puis on a l'identification de ce qu'il y a dans ce bout-là. Alors, le travail que je vous présente, ça a été le sujet de Master 2 de Julie Mancinelli, qui l'a fait avec moi, mais qui vient de l'université de Besançon, je crois. Et donc, voici les résultats. L'idée, c'est que le code barre ADN, c'est ce que peut-être vous avez fait faire chez des boîtes privées qui font ça pour vous. C'est que le départ, c'est qu'on a un individu que l'on a identifié, un spécimen si possible, déposé dans un musée. On a extrait son ADN et puis on a séquencé un bout standard de son ADN sur les milliards de paires de bases. On en prend quelques centaines. C'est ce qu'on appelle le code barre. C'est une suite de paires de bases, ACTA, TAG, ça c'était pour l'homme, etc. Et puis, grâce à ce code barre, quand on a un échantillon inconnu, une crotte, un Dieu sait quoi, un bout de terre, un peu d'eau ou Dieu sait quoi, que l'on extrait l'ADN de cet échantillon, que l'on séquence ce bout standard, on peut le soumettre à une base de données qui collecte en fait tous ces codes barres du monde entier. Il y en a plus d'1,5 million qui sont aujourd'hui déposés dans cette base de données qu'on appelle le système BOLD, ou ça peut être GenBank, etc. Donc on va comparer la séquence de l'échantillon inconnu à cette base de données, et en échange, cette base de données va nous donner à 100% ou 99% de similitude, va nous dire c'était Arvicola amphibius, vous avez traduit, qui est à l'origine de l'échantillon inconnu. Donc le principe, il est simple, apparemment simple, et puis surtout, il a connu un succès énorme, puisque c'est par ce biais-là qu'on fait de l'ADN environnemental. C'est exactement le même principe. Et puis, ça a été utilisé dans plein de groupes différents, donc animaux, végétaux, en génétique forensique pour identifier des traces ADN, etc. En écologie et même parfois en taxonomie, où les gens essayent, enfin, font appel à l'ADN pour avoir des compléments d'information sur leurs espèces. Et je vous le disais, il y en a beaucoup actuellement qui sont déposés dans ces grandes bases génétiques. Et nous-mêmes, au Muséum de Genève, où on a mené un certain nombre d'études, on a étudié par exemple l'écologie de 3 espèces d'oreillards qui vivent en sympatrie dans la région genevoise tout au long de l'année, basée sur la collecte de leurs crottes. Toutes les 2 semaines, mon étudiant Tommy Andriolo, il allait faire les tours des églises pour ramasser ses crottes. Et puis, il a soumis ces crottes à une analyse. Il en a extrait l'ADN. On reçoit plus de 5 millions de petits bouts d'ADN qu'il s'agit ensuite d'identifier. Voilà. Et dans le menu de ces 3 espèces, on a eu plus de 500 arthropodes identifiés. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on a pu définir la niche écologique de ces espèces. Et même, plus particulièrement, on a déterminé que alors ça c'était déjà connu, que ces oreillards sont les spécialistes de papillons de nuit, puisque ça c'est le menu que l'on a trouvé. On a trouvé 366 espèces de papillons de nuit dans ces oreillards échantillonnés dans la région genevoise. Et ça, c'est les 366 espèces en vrai que mon étudiant donc, a eu la patience de mettre dans des cadres entomologiques. Alors c'est impressionnant, on était super contents, on a probablement une résolution jamais atteinte auparavant par les analyses de crottes traditionnelles, mais il ne faut pas oublier que dans le bassin genevois, on a plus de 1750 espèces de papillons de nuit. Et donc on en a un échantillon. Et est-ce que cet échantillon, c'est vraiment tout ce que les oreillards ont mangé? Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont été manqués tout simplement parce que
les primers qu'on utilisait ne les ont pas amplifiés ou que ce n'était pas dans les bases de données, etc. On ne le saura jamais. Et c'est des tels chiffres que c'est difficile de vérifier ça. On s'est donc attaqué à quelque chose d'un peu plus facile, c'est les mammifères. Il y en a nettement moins, puisqu'en Suisse, on vient de publier l'Atlas en 2021, pour un groupe donc, que l'on pense très connu, hein, quand même, les mammifères, bien documentés, tout ça. Est-ce que c'est vraiment le cas? On va le voir tout à l'heure. Et on a trouvé 99 espèces. Je vais faire quelques digressions sur le français pratiqué par ici. 99 espèces de mammifères sauvages en Suisse. Et voilà, donc c'est quelque chose d'apparemment simple. Et on a décidé, enfin on a voulu par ce travail voir à quel point les mammifères, alors essentiellement les petits mammifères, mais enfin à quel point les mammifères que l'on déterminerait d'après leur ADN, à quel point en soumettant les séquences dans ces grosses bases de données, on obtient une bonne réponse sur l'espèce que l'on attendait. Alors ce que l'on sait d'emblée, c'est que le code barre, c'est un petit fragment d'ADN mitochondrial, il n'a pas une résolution absolue, notamment pour les espèces d'origine récente, typiquement les espèces domestiquées qui ont encore leur équivalent sauvage dans la nature, le cochon, le sanglier, le loup, le chien, le chat sauvage, etc. Pour elles, on sait que l'ADN mitochondrial n'a pas assez de résolution pour faire la différence. Donc déjà là, on part avec un handicap dont il faut être conscient. On arrive très mal, voire c'est impossible, pour toutes ces espèces. On oublie que le mouton et le mouflon, c'est la même espèce aussi, que le furet et le putois, eux aussi, on n'arrive pas à les différencier depuis que c'est devenu un animal de compagnie original, le furet. Il y en a qui s'échappent, on ne pourrait pas faire la différence entre les sauvages et les pas sauvages. Et pour arriver à différencier ces espèces-là, il faudrait d'autres marqueurs beaucoup plus chers, voire c'est impossible à faire cette différence, et on n'arrive pas avec cette approche simple et bon marché à les étudier. Donc là déjà, il faut être conscient de cette limitation-là. Alors nous, on s'est quand même centralisé sur les petits mammifères, puisque en pratique, c'est ce qui pose le plus de difficultés à les identifier, même quand on les a en main, qui représentent aussi la majorité des espèces. Et puis surtout, on est parti de spécimens de musées dont on avait des tissus associés pour pouvoir extraire l'ADN, donc des animaux que l'on a dûment examinés, dûment identifiés morphologiquement. Donc on connaissait l'espèce avant le processus. Et puis, on a essayé d'aller aux extrêmes de la Suisse, autant dire qu'on n'a pas été très très loin, mais quand même, on a le nord des Alpes et le sud des Alpes. On sait que ça fait plein de barrières, il y a des variants génétiques très différents dans ces deux compartiments, donc on a essayé de répartir notre échantillonnage. Et puis, on a séquencé le barcode officiel qui est le CO1, mais aussi cytochrome B16S, qui sont d'autres marqueurs mitochondriaux assez populaires pour cette démarche-là. Et puis on a séquencé tout ce petit monde, on a séquencé 385 individus représentant 78 espèces, 78 espèces, et rien que pour le CO1, donc le barcode officiel, 136 individus de 66 espèces, essentiellement les petites espèces. On n'a pas voulu refaire l'histoire du loup, du bouquetin, du tout ça, qui est archi connu par ailleurs. Et puis donc, on a soumis chaque séquence différente à BOLD, donc qui est cette librairie de tous les barcodes du monde, etc. Et puis qui offre même un processus automatique qui va faire pour vous la recherche, les comparaisons, tout ça, le regroupement, et puis bing, vous donnez le nom de l'espèce. C'est ça que vous donnent les entreprises commerciales à qui vous demandez de faire l'analyse génétique pour vous. Ils font exactement cette démarche-là. Et résultat, horreur, on a entre 61 et 73% d'identification correcte. Ça veut dire qu'il y en a plus de 30%, un tiers, surtout les petits mammifères, qui étaient problématiques. Et voilà le bilan que l'on a eu. On a des espèces en vert, c'est les proportions de ce que l'on a reçu des séquences, des différentes séquences, des différents gènes que l'on a soumis.
En vert, donc, les bonnes identifications. En rose, des identifications ambiguës, c'est-à-dire où il y avait deux espèces, dont la bonne qui était retournée. En rouge, c'est les fausses identifications. On a jusqu'à 100% d'identité, mais ce n'est pas la bonne espèce. Et puis en bleu, c'est les identifications qui n'ont rien donné. No match, en anglais. C'est le truc un peu frustrant. On se dit comment c'est possible. On parle de mammifères. Eh bien, il y a trois grands groupes d'erreurs qui ont été constatés. C'est soit des erreurs avec les taxonomies qui ont changé, qui ont évolué, qui ne sont pas mises à jour dans ces bases de données, soit c'est des espèces sauvages qui s'hybrident ou qui ont été introgressées, qui existent même chez les mammifères, qui engendrent des erreurs, et puis aussi que les bases, malgré leur nombre, sont encore aujourd'hui incomplètes. Il manque des mammifères de Suisse, d'ailleurs qui vivent aussi en France, qui sont absents de ces bases de données, donc on ne peut pas avoir ces espèces en retour d'identification, même si c'était effectivement un échantillon de ces espèces-là. Un exemple d'erreur, bon, je vais peut-être pas passer aux chauves-souris, je vais passer aux mammifères. On a par exemple une mousse domesticus capturée dans le muséum à Genève, qu'on a séquencée, qu'on a soumis, et 100% match, donc d'identité, ça nous est sorti mousse macedonicus. C'est simplement parce qu'il y a des erreurs de labels ou des erreurs d'identification complètement stupides et triviales qui sont pleines, qui polluent en fait ces bases de données de référence. Donc si on prend sans se méfier les résultats, on peut se tromper terriblement. Et puis alors, j'évoquais les changements de la taxonomie. Tous les Microtus agrestis qui ont été déposés historiquement dans ces bases de données sont sous le nom Microtus agrestis. Mais quand aujourd'hui on veut différencier l'Avernethy, dont on a une zone de contact dans le Jura, eh bien on a une chance sur deux, en gros, ou plutôt 9 chances sur 10, de tomber sur agrestis parce qu'on ne faisait pas la différence avant. Donc il faut savoir que ce n'est pas possible par cette méthode, sans critique, d'avoir la bonne espèce en soumettant l'ADN. Pourtant, on sait les différencier aujourd'hui génétiquement par le barcode. Voilà. Les espèces qui s'hybrident, il y a pas mal d'espèces sauvages qui s'hybrident dans des zones de contact géographiquement localisées. Par exemple, on a Sorex araneus et Antinori dans les Alpes. Dans une vallée des Alpes, dans le Haslital, on a une zone de contact où il y a quelques hybrides. On sait que les hybrides sont stériles, mais quand même, si on est dans une zone pareille, eh bien, par définition, on n'arriverait pas à différencier ces espèces. On a aussi, j'avais évoqué chez les chauves-souris, on a le grand murin et le petit murin, non pas qui s'hybrident, mais qui enfin c'est un peu compliqué, ils peuvent partager exactement le même génome mitochondrial, 100%. Ça veut dire qu'on a en gros une chance sur deux de se tromper si on soumet une crotte d'un grand murin. Eh ben, on peut avoir Bliti comme c'est le cas, alors que c'était des grands murins identifiés morphologiquement. Et puis alors, je vous disais, un des problèmes qui nous a surpris, c'est l'absence de bases de référence pour des espèces qui sont justement des espèces rares et justement qui ont un intérêt de conservation à pouvoir être détectées par exemple par l'ADN environnemental. Alors en Suisse, il y a la Sorex alpinus, la musaraigne alpine, Microtus multiplex, le campagnol facio, le lérotin, que vous n'avez pas en France mais qui est excessivement rare en Suisse, et puis la taupe aveugle. Aucune de ces 4 espèces n'avait des séquences de référence, donc on arrive à un no-match, pas d'identification génétique. Merci. Et puis il y a toutes sortes d'autres problèmes qu'on peut avoir, des pseudogènes, on croit séquencer notre séquence standard, et puis en réalité on a une copie qui va nous fausser les résultats. Bref, on a tout un tas de choses qui nous embêtent, et la conclusion que je pourrais donner, c'est que ne croyez pas que c'est une boîte noire magique. Il faut être toujours critique avec les résultats que l'on reçoit et il faut être conscient, si possible, d'avoir sa propre base de référence pour faire ses identifications, pour justement purger toutes les erreurs qui existent malheureusement dans ces bases-là. À vous de connaître les changements taxonomiques. Sachez, quand vous séquencer un Microtus agrestis que ça pourrait être l'Avernethy aussi. Ça, c'est votre job. C'est malheureusement pas les entreprises commerciales qui le feront à votre place.
Et puis parfois, eh ben, il faut aussi reconnaître que différencier le furet du putois, c'est pas possible dans la nature, donc il faut connaître les limites de ces méthodes-là. Et puis ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a découvert probablement une espèce nouvelle de mammifère. Je ne vous en dis pas plus parce qu'elle vit en Suisse et certainement aussi en France. Enfin bref, on n'a pas fini d'entendre ces généticiens qui vous pourrissent un peu la vie parce qu'on ne reconnaît pas les différences de ces bêtes dans la nature, mais ce sont néanmoins des espèces biologiques à part entière. Voilà, et ce travail a été possible grâce à la collaboration avec plein d'autres musées et de gens qui nous ont gardé les cadavres des micro-mammifères qu'ils trouvaient dans la nature, et c'est ça qui a permis de faire tout ce travail de base où on a le spécimen dûment identifié avec tous les travaux génétiques qui ont suivi. Voilà, merci beaucoup. Tu as montré là que tu as 30% d'erreurs. Est-ce qu'en combinant plusieurs marqueurs, on réduit ce taux d'erreur? Oui, absolument. Donc en fait, c'était 30% d'erreurs, c'était surtout pour le CO1. En fait, quand on fait de l'ADN environnemental, qu'on soumet par exemple une crotte de chauve-souris, on va le séquencer, on a des millions de séquences qui sortent d'un seul échantillon d'ADN environnemental. Et donc, il faut imaginer qu'on va pas, quand on soumet ces millions de séquences, pour avoir l'identification, on ne va pas les regarder un à un. Et donc, on utilise le CO1 avec, je vous ai dit, un processus automatisé sur Bold, etc. C'est ce que font par défaut les gens automatisés. C'est même des pipelines Python qui permettent de faire ça tout seul. C'est pour ça que je me suis concentré sur le CO1 qui est le COI standard, enfin le marqueur standard, mais effectivement avec d'autres marqueurs, avec le cytochrome B, il y a moins d'erreurs, donc on arrive à des performances un peu plus élevées, mais quand même on a au maximum 73% de succès d'identification sans ambiguïté. Ce qui est quand même pas... Moi je pensais qu'on était à 90 ou 98%. Non, c'est... Voilà. Bon, ce qui fait plaisir, c'est que ça veut dire que le biologiste derrière, il a son mot à dire. Absolument. Hein, et que c'est lui qui décide, et c'est pas le laboratoire de génétique. Mais malheureusement, c'est de moins en moins le cas. On doit défendre notre gâteau commun. Ben, je suis dans le même cas que toi. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. D'autres questions? Oui. Non. En dehors des biais que tu as décrits, est-ce que tout simplement vous avez pu détecter des erreurs d'analyse, enfin techniques? Ça existe ou a priori c'est pas détectable ou... Non, il y a plein d'erreurs possibles. Oui, même techniquement au départ, quoi, en dehors de tout biais. Alors, techniquement au départ, très honnêtement, j'ai reçu un mulot qu'on m'avait donné c'est un jeune rat noir. Et puis il était congelé, tout ça, j'étais un peu pressé, j'avais plein de trucs à faire. J'ai dit, ah oui, rat noir, ok, je prends, toc, j'ai pris un bout d'ADN, j'ai gardé le rat noir pour le musée, tout ça. Puis on a fait les analyses. Puis c'est là que Julie, mon étudiante, est venue, elle a dit, mais là tu t'es trompé. C'est pas le rat noir, c'est un mulot flavicolis. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le mulot, il était couvert de suie, il était trouvé dans une cave à charbon. Il était noir, et donc j'ai même pas réfléchi. Donc oui, des erreurs bêtes et méchantes comme ça va, mais si on n'a pas le spécimen pour vérifier, pop, je séquence, je dépose ça dans GenBank, dans Bold, et puis il y a une erreur grossière qui arrive là. Et il y en a plein des erreurs grossières comme ça. Il y a des génomes entiers mitochondriaux qui ont été faits, ça coûte cher ça, qui ont été déposés dans GenBank, avec des erreurs, des labeling errors. C'est vraiment, ils sont trompés entre deux tubes. Et tout ça, ça existe, oui. C'est pas du tout infaillible. Et c'est ça qui est très perturbant. Il faut une erreur où on écrit le mauvais numéro sur le tube, c'est fini, on ne peut plus le vérifier facilement. Merci. Mais des laboratoires Antagène qui fait des prestations, je pense, pour des privés ou pour des bureaux d'études, par exemple, ces laboratoires-là, ils n'ont pas ils doivent être habitués à ce qu'on s'intéresse à des espèces protégées, menacées, rares. Ils n'ont pas un focus spécifique pour
les espèces qu'on leur demande tout le temps, quoi. Ils vont vraiment balancer ça sur bol de système, et puis même si c'est une espèce, comme je sais pas, compagnon amphibie, je sais pas. Demandez-leur de séquencer tous les mammifères de France, et puis à ce moment-là, ils n'auront au moins pas le problème de données manquantes, mais après, il y a les problèmes de contamination d'échantillons, des choses comme ça. Non, ça n'existe pas aujourd'hui. Alors, Vincent Guillot du laboratoire Antagène. Vous avez écouté très attentivement. Concernant justement sur les focus sur des espèces où on a demande justement de suivre sur certaines espèces, nous on nous demande la liste. On demande la liste des espèces qu'il faut identifier pour justement les intégrer dans nos bases de données. Voilà. Donc, on se base par rapport à NCBI, mais quand il y a des questions bien spécifiques sur des espèces, on demande d'avoir des individus pour nous les séquencer et les avoir dans notre base de données. Parfait. Voilà. Un des problèmes moins cochés, c'est excellent ça. Et aussi pour expliquer sur le métabarcoding, ces conséquences, donc on a beaucoup de séquences, mais c'est des très petites séquences, c'est des 150 paires de bases. C'est différent du barcoding où là on va séquencer des grandes séquences. Et on va pouvoir justement identifier à l'espèce. Sur le métabarcoding avec des 150 paires de bases, généralement c'est très difficile d'aller à l'espèce, donc des fois on va au genre ou à la famille. Et des fois si on va aller faire sur des focus, parce que là c'est des amorces universelles, on peut faire des focus sur des genres spécifiques. Et là, par contre, il faut développer, aller choisir des séquences, des zones dans le génome pour pouvoir après faire des différences. Voilà.